En mars 1944, 76 prisonniers se sont évadés d'un camp allemand grâce à un tunnel au cours d'une spectaculaire évasion. Leur objectif ? Semer le chaos au cœur de l'Allemagne nazie. Tous ces hommes savaient qu'ils risquaient leur vie. Grâce à des reconstitutions historiques, des témoignages d'experts, La Grande Évasion est un acte de guerre. des documents inédits. Cette lettre envoyée par mon père contient un message codé. Nous allons retracer sur 3 épisodes une histoire pleine d'ingéniosité, Les faux documents devaient ressembler à des vrais. de courage En cas d'effondrement, il mourrait. et de cruauté. Ils sont allés trop loin. Violence physique, menaces de mort. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment des prisonniers ont creusé 3 longs tunnels. Le sable que vous voyez là provient du tunnel. Et ont organisé la fuite de 200 hommes. C'était un projet sidérant avec des objectifs ambitieux. Vous allez suivre le déroulement de l'une des évasions les plus audacieuses de la Seconde Guerre mondiale. Voici la Grande Évasion. Mars 1942. En pleine forêt, à l'est de l'Allemagne, un camp de prisonniers de guerre venait de sortir de terre. Il s'agissait du Stalag Luft 3. Luft signifie aérien en allemand. Donc, vous l'aurez compris, les prisonniers détenus dans le camp étaient des pilotes de chasse. L'armée de terre s'occupait des prisonniers, des armées terrestres, et la Luftwaffe des pilotes. Enfin, s'occupait, le terme est mal choisi. Ces hommes étaient des détenus. Le commandant du nouveau camp, Friedrich von Liedener, était un officier de la Luftwaffe et un vétéran de la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas un fervent nazi. Il servait le Troisième Reich à sa façon en dirigeant un camp de prisonniers de guerre. On était loin du commandant d'Auschwitz. C'était pas un salaud fini. Les premiers prisonniers, âgés d'une vingtaine d'années pour beaucoup, sont arrivés quelques semaines plus tard. Parmi eux se trouvaient les pilotes Tim Kirby-Green et Roy Langlois. Roy, mon père, et Tom Kirby-Green furent parmi les premiers à arriver dans le camp. Ils ont fait connaissance dès le départ et se sont liés d'amitié. Mon père pilotait un Vickers Wellington quand son avion a été abattu dans la nuit du 5 au 6 août 1941. Il s'est caché pendant quelques mois, mais a finalement été capturé en octobre 1941 et envoyé à Stalag Luft 3. Les pilotes de la Royal Air Force occupaient 8 grands baraquements, chacun étant divisé en petits dortoirs. Voici l'intérieur du baraquement que mon père et Tom Kirby-Green devaient partager avec 6 autres hommes. Ils étaient les uns sur les autres, mais ne se plaignaient jamais. Dans ce genre de circonstances, on tisse souvent des liens très forts. Kirby-Green et Langlois avaient tous deux intégré des comités d'évasion dans d'autres camps. Mais s'échapper du Stalag Luft 3 s'annonçait autrement plus complexe. Ce camp était justement destiné aux prisonniers qui avaient tendance à essayer de s'enfuir.
Il fallait que tous les camps de prisonniers de guerre aient une double clôture de fil de fer barbelé et des miradors placés à intervalles réguliers. Et il y avait ceux qu'on appelait les rôdeurs, qui effectuaient des rondes avec des chiens. Les baraquements se trouvaient au milieu du camp, loin des clôtures, et avaient été construits sur pilotis. Ils n'étaient donc pas en contact avec le sol, ce qui aurait permis de creuser des tunnels plus facilement, mais à environ 60 cm du sol. Et ils avaient placé des micros dans le sol pour détecter d'éventuels sons suspects. L'Abwehr était une unité de renseignement militaire qui envoyait des fouines dans les camps. Ces hommes étaient surnommés ainsi parce qu'ils furetaient partout dans le camp. Le type de sol était sans doute l'élément le plus dissuasif. Les évasions semblaient impossibles, puisque le camp était bâti sur du sable. Quiconque a déjà tenté de creuser une galerie dans le sable à la plage sait que c'est peine perdue. Le camp était situé près de Zagan, en plein cœur du Reich, qui, en 1942, s'étendait sur une grande partie de l'Europe. L'Allemagne nazie se portait très bien. Il y avait eu la Blitzkrieg, la chute de la Pologne, d'une partie de la Scandinavie, de la France, des Pays-Bas. Tout ça leur avait donné une grande confiance en eux. Pour rentrer chez lui, un fugitif devait parcourir les territoires occupés par l'Allemagne sur des centaines de kilomètres avant de rejoindre un pays neutre comme la Suisse, l'Espagne ou la Suède. Mais rien de tout cela n'entamait la détermination de Tom Kirby Green et Roy Langlois. Dès leur arrivée dans le nouveau camp, ils ont tous deux intégré un comité d'évasion. Il existait des comités X dans chaque camp. L'objectif était de préparer des évasions et de mener un travail de renseignement. Il fallait déjouer les plans de l'ennemi, d'une manière ou d'une autre. Les officiers supérieurs britanniques encourageaient ces initiatives, car elles occupaient l'esprit de ces jeunes gens intelligents. L'équipe étant constituée, le comité X allait bientôt organiser la première évasion réussie du Stalag Luft 3. Quelques semaines après leur arrivée dans le camp, les membres du comité réfléchissaient à des moyens de s'évader. Chose étonnante, ces pilotes, sous la surveillance de leurs gardes allemands, avaient une vie plutôt plaisante. Les prisonniers de guerre du Stalag Luft 3 avaient certainement un confort et une qualité de vie bien meilleure que dans les autres camps. L'Allemagne et la Grande-Bretagne avaient ratifié la Convention de Genève. Et les prisonniers avaient le droit d'envoyer et de recevoir des courriers, de recevoir des colis de nourriture et des paquets de la part de leurs proches et de la Croix-Rouge. Ils avaient des équipements sportifs, une bibliothèque. Parfois, des films étaient projetés, un théâtre a même été construit et des pièces y ont été montées. C'était une vie plutôt agréable, si tant est qu'on ait envie de la finir dans un camp de vacances. On pourrait comparer ce camp à un pensionnat pour jeunes garçons qui se situerait dans une contrée de l'Angleterre aux mœurs un peu brutales. On a d'un côté des surveillants d'un certain âge qui s'occupent de jeunes hommes turbulents formés dans des écoles privées. Tous les prisonniers de guerre ne rêvaient pas de s'échapper, c'est un mythe. Seul un tiers d'entre eux souhaitait s'impliquer dans des opérations d'évasion.
Mais le Stalag Luft 3 abritait les prisonniers les plus avides d'évasion et les plus compétents de la Seconde Guerre mondiale. Le cerveau de la grande évasion n'était pas encore là. Il était en fuite dans l'Europe occupée. Roger Bushell était un personnage haut en couleur, charismatique et aussi très certainement complexe. Au début de la guerre, il commandait le 92e escadron. Il a rejoint le théâtre des opérations le 23 mai 1940, lors de l'évacuation de Dunkerque. Pour Bushell, une guerre réussie était une guerre au cours de laquelle on abattait plein d'Allemands pour ensuite rentrer chez soi et profiter du thé, des médailles et des femmes. C'était un homme, un vrai. Mais dès le premier jour de combat, l'avion de Bushell a été touché. L'avion s'est écrasé au sol et Bushell en est sorti, pensant se trouver derrière la ligne des Alliés. Il s'est assis contre un arbre et a allumé une cigarette. Peu après, un Allemand à moto est arrivé et il a été fait prisonnier. Bushell n'avait pas du tout envisagé de tomber dès le premier jour de combat. Il voulait réussir sa guerre. Il n'y était pas parvenu dans les airs. Qu'à cela ne tienne, il allait combattre au sol, voire dans le sous-sol. En mai 1942, Bushell s'était déjà évadé 2 fois. La première fois, il avait été rattrapé alors qu'il atteignait la frontière suisse. La seconde, il avait sauté d'un train qui l'emmenait vers un autre camp et avait pris la fuite. Il s'était caché 7 mois durant chez les Zeitamel, une famille vivant à Prague alors occupée. Il avait eu une liaison avec la fille, Blagina. Elle voulait qu'il s'engage à l'épouser après la guerre, mais Bushell a dit non. Blagina était effondrée et est allée chercher du réconfort auprès d'un ancien petit ami. Mais il avait rejoint un groupe fasciste. Il était devenu informateur et a prévenu la Gestapo. Bushell a été arrêté et soumis pendant des semaines à des interrogatoires brutaux et traumatisants. Pour la famille Zeitamel, ce fut bien pire. Blagina Zeitamel, ainsi que son père et son frère, et 60 autres Tchèques, dont beaucoup étaient des résistants, ont été fusillés. Bushell l'a découvert et ça l'a bouleversé. Il venait de voir les nazis à l'œuvre et ceux chez qui il avait trouvé refuge étaient morts. Jusque-là, Bushell avait toujours été bien traité par les gardes de la Luftwaffe. Mais il venait d'entrevoir la noirceur du régime nazi. Pendant que Bushell dépérissait dans sa cellule, les prisonniers du Stalag Luft 3 creusaient des tunnels et planifiaient des évasions. C'était presque une épreuve sportive. Ils ne jouaient pas leur vie. Ils allaient parcourir l'Allemagne, donner du fil à retordre aux Fritz. Pour eux, c'était un projet audacieux et stimulant. Au cours de l'été 1942, plus de 60 tunnels ont été ébauchés. Ils étaient rudimentaires, peu profonds et pas plus larges qu'un terrier. Les fouines les ont tous découverts. Tous, sauf un.
C'était un projet fou. C'est très simple. Ils ont creusé dans le sable et l'ont repoussé derrière eux au fur et à mesure, ce qui laissait juste assez de place pour une personne. Voilà. Ensuite, ils creusaient un petit trou pour faire entrer de l'air. Et ils sont restés là-dessous 2 jours durant. Vous imaginez? On voyait de la buée s'échapper des trous qu'ils avaient percés. Et ils pensaient tous qu'ils allaient se faire repérer. Mais non. Alors, à la tombée de la nuit, ils se sont creusés une sortie. Et ils ont décampé. Ils ont volé un bateau, mais le propriétaire a signalé le vol et ils ont été retrouvés. Une autre évasion remarquable, celle d'un Irlandais, Toft, et d'un Américain, Nichols, qui avaient fait partie des escadrilles des Aigles, s'est déroulée en plein jour grâce à une série de diversions bien pensées. En détournant l'attention des gardes, Toft et Nichols ont franchi la barrière de sécurité et ont commencé à couper la clôture. À l'aide de cisailles faites maison, ils ont franchi les 2 clôtures et sont montés à bord d'un train pour Berlin avant d'être finalement rattrapés. À leur retour au camp, le commandant, très impressionné par leur courage, leur a offert une bouteille de whisky. Quand Roger Bushell est arrivé dans le camp, il avait passé plus de 3 mois entre les mains de la Gestapo. Il s'est tout de suite senti investi d'une mission. Son but, c'était de s'évader. Il ne resterait pas là à se tourner les pouces. La guerre était loin d'être finie pour lui. Son autre motivation, c'est qu'il était amoureux de Lady Georgiana Curzon, qu'il avait failli épouser au milieu des années 30. Elle avait ravivé la flamme en lui envoyant des lettres au camp. Bushell était un héros militaire. Ça ne fait aucun doute, mais c'était aussi un homme passionné. La Grande Évasion est à la fois une histoire d'amour et une histoire de guerre. Peu de temps après l'arrivée de Bushell, les projets d'évasion ont été contrariés. 100 prisonniers, dont beaucoup étaient très impliqués dans le comité X, ont été envoyés dans un autre camp. Bushell a pris la tête des opérations et a refondé le comité. Avec Big X, comme il était désormais surnommé, le projet a pris une toute autre dimension. Bushell voulait planifier une évasion à très grande échelle. C'était un projet sidérant avec des objectifs très ambitieux. Bushell ne voulait surtout pas tomber dans l'amateurisme. Il voulait un comité d'évasion sérieux avec des propositions réalistes. Bushell a annoncé vouloir construire 3 grands tunnels en même temps et faire s'échapper des centaines de prisonniers en une nuit. L'évasion allait être spectaculaire. Avec 3 tunnels, il espérait tromper les Allemands. S'ils en trouvaient un, ils en chercheraient sûrement un autre, mais pas un 3e. D'où l'idée de Tom, Dick et Harry.
Chaque tunnel serait creusé à 9 mètres de profondeur pour que les micros des Allemands ne détectent pas les bruits, et il ferait plus de 100 mètres de long afin de déboucher dans la forêt. En gros, Bushell voulait semer la pagaille. Il s'est dit qu'en faisant sortir plein d'hommes à la fois, les Allemands allaient manquer de bras. C'était très ambitieux. Il voulait rouler les Allemands, libérer plein d'hommes et provoquer une panique générale. Au cours de l'hiver 42, les prisonniers du Stalag Luft 3 ont planifié l'évasion la plus importante et la plus complexe de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux pilotes américains étaient arrivés dans le camp et beaucoup avaient rejoint le comité d'évasion. On entend souvent dire que les Américains n'ont pas pris part à la grande évasion. Mais si, pendant la préparation de l'opération, ils étaient là. Les prisonniers de la Royal Air Force venaient de tout le Commonwealth. Certains pilotes venaient même de pays de l'Europe occupée. Contrairement à ce qu'on croit, les Britanniques ne représentaient que 50% des participants. Beaucoup plus surprenant, beaucoup d'Allemands leur ont apporté leur soutien. C'est le plus bel exemple de coopération entre Anglais et Allemands depuis le mariage de la reine Victoria et du prince Albert. Cela s'explique surtout par le fait qu'à l'hiver 1942, l'Allemagne a connu un sérieux revers. La victoire lors de la seconde bataille d'El Alamein a été décisive. Churchill était ravi et a eu cette phrase restée célèbre. Ce n'est pas la fin, pas même le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. En janvier 1943, la Wehrmacht a capitulé face à l'armée soviétique à Stalingrad. Ce fut un désastre pour l'Allemagne nazie. Elle a dû admettre publiquement que pour la première fois, elle avait perdu une bataille. 100 000 Allemands ont été tués au combat ou sont morts de froid et 100 000 autres ont été faits prisonniers. Ça a été un coup dur pour l'ensemble des Allemands. Les gardes du Stalag Luft 3 étaient nombreux à se dire que la victoire n'était pas si évidente que ça. Ils ont commencé à protéger leurs arrières en aidant les prisonniers de différentes façons. Bien souvent, les prisonniers étaient plus riches que leurs gardiens. Ils avaient en moyenne 10 cigarettes par jour, contre 2 pour les gardes. Si les cigarettes étaient une monnaie d'échange, alors les prisonniers étaient 5 fois plus riches que les gardes. L'exemple des cigarettes suffit à décrire l'ampleur de la corruption au sein du camp. Les prisonniers recevaient aussi des colis de la Croix-Rouge, remplis de friandises qui faisaient de l'œil aux Allemands. Leur ration de nourriture était limitée et il suffisait d'un peu de chocolat pour obtenir ce qu'on voulait d'eux. Les gardes ont fourni aux prisonniers du matériel essentiel. Outils, appareils photo et documents d'identité. Mais il n'était pas toujours nécessaire de les soudoyer. Il y avait dans le camp un certain nombre d'Allemands anti-nazis qui soutenaient les prisonniers et leur cause, et qui ont fourni des renseignements à Bushell. Parmi eux, on peut citer Eberhard Hess. Il les a aidés pour des raisons idéologiques. Il était hostile aux nazis et souhaitait la victoire des Alliés. Les gardes fournissaient la plupart des renseignements.
qui était ensuite transmis au MI9 en Angleterre. On connaît tous le MI5 et le MI6. Eh bien, le MI9 a été créé en décembre 1939 pour venir en aide aux prisonniers alliés. Le MI9 communiquait avec les prisonniers détenus en Allemagne et en Italie grâce à des courriers codés. Cette lettre est sans aucun doute un message codé que mon père Roy Langlois a envoyé à sa sœur en Angleterre. C'est une lettre surprenante par son ton, mais aussi à cause de l'utilisation qu'il fait des guillemets. Il a mis des mots comme Rothmans, Players, 500 ou bien Guernsey, entre guillemets, ce qui est pour le moins étrange. Les prisonniers savaient qu'après certains signes, la lettre utilisée serait significative. D'autre part, si la lettre contenait une signature soulignée, cela signifiait qu'il y avait un message codé. Hess a transmis des informations concernant le programme secret de développement des missiles V1 et V2 sur le site de Peenemünde 2. Le frère de Hess était un scientifique qui avait des contacts à Peenemünde 2. Le travail de renseignement fourni par les prisonniers était presque aussi important qu'à Bletchley Park, le site de décryptage du Royaume-Uni. Les prisonniers jouaient le rôle d'espions sur le territoire allemand. Ils prenaient de gros risques, car les espions pouvaient être exécutés. Il avait fallu attendre le printemps 1943 pour commencer à creuser. Les prisonniers avaient appris que beaucoup d'entre eux allaient être transférés dans une nouvelle unité. Juste avant leur transfert, des fiches d'inscription à des clubs de sport avaient été punaisées dans chaque baraquement. Il s'agissait en fait d'activités liées à l'évasion. Car des centaines de volontaires seraient désormais nécessaires. Ils étaient sur le point de construire 3 énormes tunnels de profondeur, de longueur et de largeur inédites. L'entreprise était extrêmement ambitieuse. Le tunnel, surnommé Tom, serait creusé en direction de l'ouest depuis le baraquement 123. Dick irait dans la même direction et démarrerait dans les toilettes du baraquement voisin. Harry, qui partirait du baraquement 104, était le plus ambitieux. L'entrée du tunnel serait sous le poêle, passerait juste en dessous des cellules d'isolement et déboucherait au milieu des arbres 100 mètres plus loin. Les baraquements reposaient sur des pilotis. C'était donc compliqué de creuser un tunnel sans être vu. Mais ils ont remarqué que les poêles à bois reposaient sur des piliers en béton qui supportaient leur poids. Ces fondations ont survécu et se trouvent désormais au milieu des arbres. Le site de la Stalagluft 3 est aujourd'hui en Pologne. Toutes les constructions étaient en bois, mais reposaient sur un large bloc de béton. Ici se trouvait le couloir principal. Les pièces de vie étaient sur ma gauche et sur ma droite. Et ici, on a le support en béton. Ils ont tout simplement poussé le poêle qui se trouvait dessus et ils ont commencé à creuser juste ici. La construction a débuté le 15 avril 1943. À l'aide de pioches et de burins et à la sueur de leur front, les prisonniers ont commencé à entamer le solide béton. Le bruit était couvert à l'extérieur par la chorale,
et les divers ateliers. Des percées verticales de 9 mètres de profondeur ont donc été faites dans le sable. Ce fut facile à faire, mais dur à dissimuler. Peter Falshaw, un pilote dans l'aéronautique navale, a conçu des poches à partir de jambes de pantalon que les prisonniers pouvaient cacher sous leurs propres pantalons et qui étaient pourvus d'attaches. Lorsqu'on tirait dessus, le sable tombait par terre et il ne restait plus qu'à l'éparpiller sur le sol. Les prisonniers jardinaient beaucoup et en profitaient pour disséminer le sable. Des pingouins, surnommés ainsi à cause de leur démarche traînante, s'approchaient pour vider le sable caché sous leurs pantalons. Il y avait aussi les matchs de foot. Les pingouins dispersaient donc le sable dans tout le camp, régulièrement. Ils ont caché le sable à plein d'endroits différents du camp, et notamment à l'intérieur du théâtre. Sous le plancher du théâtre, pour être exact. Donc, où qu'on se trouve, il suffit de s'accroupir et de creuser un peu pour en trouver. Le sable que vous voyez là provient du tunnel Harry. Les hommes ont mis 6 semaines à creuser les puits des 3 tunnels. Ils allaient désormais pouvoir creuser horizontalement. Ils travaillaient dans des conditions atroces. Ils devaient creuser le sol, faire passer le sable à celui qui était derrière, et il restait là pendant des heures. Pour s'éclairer, il faisait brûler du suif. C'était étouffant, oppressant, dangereux et inconfortable. Et comme ils ne mangeaient pas à leur faim, ils étaient carencés et souffraient de diarrhée. Et souvent, ils étaient forcés de se soulager sur place. Le tunnel faisait 60 cm de large. Et ils avaient 9 mètres de sable au-dessus de leur tête. Ils savaient pertinemment qu'en cas d'effondrement, ils mourraient. Il fallait consolider le tunnel pour ne pas que ça s'effondre. Ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main, à savoir des lattes provenant des lits des dortoirs. Pour se justifier, ils ont dit aux Allemands qu'ils avaient froid, qu'il manquait de bois de chauffage et que donc, ils brûlaient ces lattes. Et les Allemands les ont cru. Ils disposaient donc d'une réserve presque inépuisable de lattes. Voilà à quoi ressemblaient les lattes une fois découpées. Elles tenaient entre elles grâce à un système de type rainure-languette. Une fois assemblées, on a une structure relativement solide. Le travail dans le tunnel n'était qu'une activité parmi d'autres. Pour que l'évasion ait une chance de réussir, il allait falloir équiper les 200 futurs évadés. De petits ateliers de fabrication ont été installés dans les baraquements. Après leur évasion, les prisonniers allaient avoir besoin de pièces d'identité qui ressemblent à des vrais.
Pour reproduire le tampon figurant sur les documents, ils ont découpé des semelles et utilisé le motif situé sous le talon. Ces tampons étaient très réussis. Les hommes ne partiraient pas avec leur uniforme de la RAF sur le dos. Il leur fallait autre chose. Ils ont donc développé toute une industrie pour répondre aux besoins et équiper les évadés en cavale afin de mettre toutes les chances de leur côté. Pour ne pas que ces activités soient découvertes, des guetteurs surnommés larbins surveillaient les alentours. Roy Langlois et Tom Kirby Green ont joué un rôle clé dans ces opérations de surveillance. En général, deux prisonniers faisaient semblant de discuter dans l'embrasure d'une porte. Mais en réalité, ils observaient les gardes qui fourraient leur nez partout. En cas d'alerte, ils communiquaient par geste ou par son. Les ateliers étaient rangés à la hâte et les entrées des tunnels rebouchées. Ils remettaient le poêle en place, s'asseyant avec une cigarette et prenaient un livre ou un journal. Et quand les Allemands entraient, tout était à sa place. Ils étaient vraiment pleins de ressources. En dépit des précautions prises, une catastrophe allait avoir lieu. De pomper de l'air à travers un conduit fabriqué à partir des boîtes de conserve provenant des colis envoyés par la Croix-Rouge. C'était fantastique. L'air pur qui sortait du conduit était le bienvenu. C'était ce qui les maintenait en vie. Ces espèces de grands soufflets projetaient de l'air à travers le tunnel. Le pompage se faisait dans un espace aménagé en bas du puits grâce à un tuyau d'aspiration caché dans la cheminée du baraquement. Et au réseau électrique du camp. Les gardes du camp ne se doutaient pas qu'une évasion à grande échelle se préparait. Mais des événements d'une autre ampleur et extérieurs au camp sont venus contrarier leurs plans. En juillet 1943, Montgomery et Patton ont envahi la Sicile et ont ouvert un deuxième front tant attendu en Europe. En plus des opérations terrestres, les attaques aériennes des Alliés sur l'Allemagne se sont intensifiées. Les forces aériennes britanniques et américaines ont bombardé les villes les unes après les autres. Les bombardiers alliés affluaient et il y avait inévitablement plus de pilotes capturés, ce qui augmentait la pression dans les camps de prisonniers de guerre. Au Stalag Luft 3, face à l'arrivée massive de pilotes alliés, le commandant s'est vu contraint d'agrandir le camp. Les prisonniers ont eu vent de cette nouvelle en août 1943. Ils ont appris que les Allemands allaient construire de nouveaux baraquements au sud du camp, où seraient installés tous les Américains. Pour le comité d'évasion, il était impensable que les Américains soient exclus du projet. Ils ont donc décidé d'interrompre la construction de Harry et Dick et de se concentrer sur Tom. Comme il ne restait plus que Tom, le tunnel a progressé 2 fois plus vite. En
En septembre, il faisait 85 mètres de long. Il ne restait que 2 jours de travail. Les prisonniers touchaient au but. L'évasion était proche. Mais ils ont été imprudents. Glemnitz a remarqué que le jardin était surélevé. C'était le chef des fouines. Les prisonniers le craignaient. Il était redoutable, sans être malveillant. Il faisait juste son travail, et les prisonniers l'estimaient pour ça. Il a vu un pingouin faire sortir du sable de son pantalon comme par magie. Et il a tout de suite compris que quelque chose se tramait. Les fouines ont alors intensifié leurs recherches. Alors qu'il donnait des coups contre le sol avec un bâton pour voir si ça sonnait creux, l'un des gardes a fait un petit trou dans une dalle. C'était l'entrée du tunnel.